a commencé par des crayons et des pinceaux, des lignes, des dessins, du sens à y mettre et à y trouver. Puis l'instrument a évolué. Le dessin, lui, a changé de support. C'est sur la peau des autres que Frédéric Agide fait danser son outil. Aujourd'hui, parlons tatouage et thérapie. Empruntons le chemin des traits qui soignent et des histoires racontées pour être dessinées. Vous croiserez des images récompenses, une carte de tarot, une certaine idée des conventions, un sommeil apaisé et le temps qui file entre les doigts, le souvenir d'un plot de natation et un grand questionnement de fond. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, tatouez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez dessiner derrière vos paupières. Bonne écoute! Bonjour Frédéric Agide. Bonjour Marie. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je suis hyper heureuse de t'accueillir dans Chamade. Et moi très flattée. Eh ben écoute, ça démarre bien alors. Pour commencer, je propose toujours à mes invités un jeu pour qu'on les découvre petit à petit. Et je te propose de jouer au jeu du j'aime, j'aime pas ou j'adore, je déteste. D'accord. En fonction de ton degré de mesure. Donc tu peux nous dire des choses que tu aimes ou que tu adores et des choses que tu n'aimes pas ou que tu détestes dans toutes les sphères de ta vie auxquelles tu pourrais penser. D'accord. Je pensais que toi tu allais me donner des choses et je devais dire j'aime ou j'aime pas. Non. D'accord. Je te laisse les commandes. C'est moi qui dois... J'essaye depuis quelque temps de ne plus dire j'aime pas, en fait. Et pourquoi ? Parce que c'est une forme de pensée qui vise à voir le verre à moitié vide. Et je tente, depuis quelque temps, d'essayer de le voir toujours à moitié plein. Et de toujours tirer un bénéfice d'une situation ou de ce que je traverse dans la vie, de façon plus globale. Alors c'est difficile de dire j'aime pas. Alors on va commencer par les j'aime. Je peux dire que j'aime être surpris. J'aime le beau, je crois qu'on va y revenir. Tu crois bien. J'aime qu'on prenne soin de moi, comme tu le fais là par exemple. J'aime aimer et être aimé. Et ce que je n'aime pas, c'est l'impuissance au sens large. Se sentir impuissant, face à certaines situations, ne pas pouvoir intervenir, être spectateur de quelque chose de terrible et ne pouvoir en être acteur au sens... pour dénouer une situation complexe, par exemple, ou sans qu'elle soit complexe, qu'elle soit pas agréable. Parce que ça m'arrive souvent écouter des trajectoires de vie traumatiques. Et c'est déjà pas mal. Ça, c'est des choses sur lesquelles je peux, par rapport à ce que je disais en amont, ce sont des choses sur lesquelles moi je peux pas intervenir. Où je peux pas dire, je peux pas voir le verre à moitié plein, puisque, dans une certaine mesure, si, puisque, et c'est ma façon de travailler, c'est de dire il s'est passé ça, mais on peut regarder l'avenir autrement qu'en ayant juste ça comme bagage. Et globalement, je dirais que je n'aime pas, et c'est une banalité affligeante, je n'aime pas l'injustice. Banalité, mais ouais, très partagée. Voilà. Ok. Alors, tu as fait une minuscule incursion dans ce que tu fais, mais pour des gens qui ne sauraient absolument pas qui tu es et ce que tu fais, c'est le moment où tu vas pouvoir révéler un peu plus de choses. Alors, je dis que je suis, si on veut faire bref, on peut dire que je suis tatoueur.
Je suis également dessinateur parce qu'il y a des tatoueurs qui ne sont pas dessinateurs, qui sont de simples exécutants, ce qui, une fois de plus, n'enlève rien à leur talent, parce qu'il y en a qui se fâchent quand je dis ça. Et j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière. J'aime bien donner du sens à ce que je fais. Et les personnes qui me passent des commandes de tatouage viennent me voir comme on irait voir un thérapeute en racontant un morceau de leur existence que moi je traduis en dessin qui ensuite est reproduit sur la peau sous forme de tatouage. Alors évidemment on va y revenir, mais je commence toujours par une question rituelle que tu connais. Qu'est-ce que le beau pour toi, Frédéric ? C'est ma vie. Je n'ai pas dit que c'était moi, hein. Ça c'est encore un autre sujet, jamais j'aurais dit ça. C'est ma vie parce que Gainsbourg disait je suis un esthète et je pense que je partage ça. Ça veut dire que, pour revenir sur les j'aime pas, si je suis entouré esthétiquement d'éléments visuels qui me chagrinent, qui sont pas des références visuelles agréables pour moi, et ça peut être la décoration d'un lieu, ça peut être les vêtements que porte une personne, ça peut être ce qui passe à la radio, enfin la musique qui passe, ça peut être c'est extrêmement varié, ça peut ou me mettre en joie ou me miner. Et vu l'âge que j'ai, maintenant je sais ce qui me met en joie et aussi ce qui me mine. Et en fait, je tente de guider mes pas dans cette direction. Alors quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, j'ai rien dit à la fois. Et sachant que tu allais me poser cette question, puisqu'elle est ritualisée, je m'étais dit en écoutant un de tes autres épisodes que pour moi, le beau ou la beauté, c'est quand l'émotion qui te submerge est tellement intense, intense, qu'elle te fige. C'est-à-dire que moi, si j'entends un morceau de musique, si je vois quelque chose, si je lis quelque chose, c'est souvent ces sens-là, ça peut être l'odorat aussi, ça peut se passer au restaurant ou chez soi, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que les émotions, tous les sens sont en éveil ou un sens plus qu'un autre prend le pas sur les autres. Et alors, pour ma part, ce qui se passe chez moi, c'est que ça se fiche, ça me submerge, je suis parcouru de frissons, je peux tirer une larme ou deux, ça m'arrive, et je laisse infuser, en fait, parce que je sais que c'est un moment d'exception, et je le laisse m'envahir, et là, je sais que je suis en proie, en fait, à cette multitude d'émotions successives qu'on pourrait qualifier de beau. Voilà, c'est une définition peut-être un peu complexe et longue, mais c'est ce que je dirais. Et est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête là, d'une expérience de beau récente ou qui t'a un peu plus marqué qu'une autre ? Ça fait un peu... je sais plus comment on dit, mais en écoutant ton podcast, déjà j'aime beaucoup le générique, que je trouve très, très séduisant, et il y a un côté rétrograde, je redeviens un enfant. Et peut-être il y a ça aussi dans la définition du beau, c'est redevenir l'enfant qu'on a été, alors soit celui qu'on a été de façon identique dans les émotions, soit ce que l'on aurait peut-être eu envie de vivre au moment où on était enfant, et de se dire tiens, j'ai beau avoir 47 ans puisque c'est mon âge, et en fait là je retourne dans l'enveloppe corporelle d'un enfant de 6, 7, 8 ans. Ça pourrait être ça. Et je sais plus quel épisode c'était, en écoutant ce que disait la personne, j'ai vécu ça en me disant je partage, et je suis tellement heureux de me dire qu'un autre, tu vois, j'ai des frissons là, qu'un autre être humain vit ça ou comprend ça en fait. Ok. Voilà. Wow. Je serais curieuse de savoir si tu retrouves, tu me diras. Il y en a plusieurs. En réalité, je te le dirai en off, mais je crois savoir lequel c'était. Ouais. Ok. Bon, j'ai un suspense pour moi. J'adore poser cette question parce que j'adore les réponses qui m'embarquent à chaque fois. Donc, merci pour cette réponse-là. Tu n'as pas toujours été tatoueur ? Non. Moi, j'aimerais savoir
pour qu'on commence à cheminer. Si l'intuition a joué un grand rôle ou lequel elle a joué dans ce basculement que tu as fait à un moment de ta vie professionnelle et où tu t'es dit je vais devenir tatoueur, est-ce que l'intuition est venue frapper à ta porte ou pas du tout? Alors ça, c'est une excellente question parce que l'intuition, je suis en plein dedans là. C'est un gros travail que je tente de faire, de se laisser guider par son intuition justement, ne pas douter de sa parole dans une certaine mesure. Et comment ça s'est fait? Alors je vais répondre différemment. J'étais créatif publicitaire, je fais ça pendant quasiment une 20aine d'années. Et pour plusieurs raisons. Enfant, je voulais être artiste peintre. Je suis devenu créatif publicitaire. Comme chacun sait, dans les agences de publicité, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, mais il fut un temps, on disait que les concepteurs-rédacteurs, ceux qui s'occupaient des mots, étaient des écrivains ratés, et que les directeurs artistiques, ceux qui s'occupaient des images, étaient des peintres ratés. Donc moi, j'étais dans la catégorie peintre raté, et assumé en plus, puisque c'était un désir lointain, non assumé. Mm-hmm. Et cette vie de peintre raté m'a lassé au bout d'un temps. Et j'ai décidé, contre vents et marées, de tenter de devenir artiste peintre. Et moi, le moyen d'expression qui me convient le mieux, c'est le dessin, plus que la peinture. Je peignais un peu aussi, mais c'était surtout le dessin qui m'appelait. Et j'ai commencé à dessiner beaucoup, exposer et tenter de vendre. Mmh. Je vendais peu, et au détour d'une exposition, d'un vernissage, un ami de longue date, avec qui j'avais fait une école de graphisme, qui lui-même était devenu tatoueur, peut-être se reconnaîtra-t-il, enfin il se reconnaîtra forcément s'il écoute, me dit, écoute, si tu veux vendre tes dessins, tu fais comme moi, tu fais des tatouages. Alors là, je le regarde comme deux ronds de flanc. Moi, je n'étais pas tatoué. Et pour moi, le tatouage, c'était vraiment les clichés que beaucoup de gens ont encore. Un truc de biker, de mauvais garçon. Et surtout, synonyme, on parlait du beau tout à l'heure, d'esthétisme. Pour moi, on était très très loin de ça. Mmh. Et on était complètement dans quelque chose de vulgaire, de pas du tout esthétique. Mmh. Mais, pour autant, je reconnaissais que le travail de cet artiste ami, je le trouvais loin de ces clichés de la vulgarité. Et moi, je connaissais très bien son travail de dessinateur, un peu moins bien son travail de tatoueur, mais c'était le même graphisme. Et le fait de me dire, on peut tatouer avec ses dessins, il y a peut-être une porte, en fait. Et donc, ai-je suivi mon instinct ou pas? Le fait est que je me suis engagé seul, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer là, sur le chemin de l'apprentissage du tatouage. Et bon gré mal gré, j'ai fini par développer adapter mon style graphique de dessin à la technique du tatouage. Ok. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ouais, complètement. Et tu disais en préambule tout à l'heure que les gens aujourd'hui viennent te voir comme on irait voir un thérapeute. Et d'ailleurs, tu dis que tu fais du tatouage thérapeutique. C'est sur, je crois que j'ai vu ça sur Instagram ou sur ton site, enfin peu importe. Mm-hmm. Comment t'as décidé ça, que tu allais pratiquer le tatouage? D'ailleurs, tu peux expliquer, si tu veux bien, un petit peu quelle est ta démarche. Et moi, ce qui m'intéresse après, quand tu auras expliqué ça, c'est de savoir pourquoi tu es allé dans cette voie-là du tatouage dit thérapeutique. Alors, j'ai toujours voulu donner du sens à ce que je faisais, ce qui est... comme j'avais déjà exposé mes dessins, les galeristes, les marchands aiment bien raconter une histoire. Mmh. Eux, ils ne peuvent pas se permettre d'exposer un artiste en disant « t'aimes ou t'aimes pas ouais. Si t'aimes, achète, et si t'aimes pas, va-t'en. Mmh. » Ils le pensent peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas énoncé de cette façon-là. Je sais que tu as déjà assisté à de nombreuses expositions d'artistes plus ou moins à la renommée plus ou moins importante, et
même quand toi tu visites une exposition, c'est toujours intéressant de se dire ah tiens avant il ou elle a fait ça, ou son parcours c'est ça, et avant de faire des sculptures il faisait de la peinture, ou bref. Et moi j'ai eu à travailler sur le sens que je voulais donner à mes dessins. Mes dessins étaient beaucoup portés, quand je les exposais sous la seule forme de dessin, sur la façon dont les humains subissent le monde qui les entoure, sous la façon dont on subit les contraintes de la civilisation, en fait. Okay. C'est ce qui fonde une civilisation, finalement. Et en travaillant beaucoup sur, justement, les émotions, les vécus, et je faisais un travail qui était très expressif, avec des personnages très, très expressifs. Et j'ai beaucoup dépeint, entre autres, le milieu du travail dans mes dessins. D'accord. C'était des dessins pas très joyeux. Et ouais. J'ai été indépendant, mais j'ai aussi été salarié, et donc j'avais besoin de parler de ça à travers mes dessins. Et donc, j'ai été habitué, en passant par la case exposition, à raconter mes dessins. Et quand j'ai eu mes premières commandes de tatouage, quand on me disait « je veux un dragon sur l'épaule », je disais « pourquoi ?» Parce que j'aime bien les dragons. Pourquoi ? Parce que quand j'étais enfant, je collectionnais les dragons. Pourquoi ? Parce que mon père s'absentait tout le temps et qu'il me manquait, et que j'avais besoin probablement d'avoir une figure, je sais pas, qui représentait la force dans le foyer, parce que j'avais 3 sœurs, et enfin j'invente là. Pourquoi ? Et en fait, en creusant comme ça, ou en essayant de tirer le fil d'une histoire, j'arrivais à avoir quelque chose qui, pour moi, me paraissait plus satisfaisant pour construire mon dessin. À partir du moment où j'avais le morceau d'histoire, j'avais plus de facilité à construire mon dessin. Après, les gens se livrent de façon plus ou moins aisée, et il y en a qui se livrent pas du tout d'ailleurs. Jusqu'au jour où une jeune fille, j'ai raconté 250 fois cette anecdote, mais elle est tellement belle dans une certaine mesure, elle vient me voir et elle me dit je voudrais un tatouage qui représente la peluche de mon petit garçon qui est décédé. Alors, je suis désolé, Vanessa, c'est son prénom. Je me souviens jamais si c'était un garçon ou une fille, mais c'était un enfant en tout cas, c'était un bébé. Elle a perdu un enfant, elle a gardé la peluche, elle me dit je parviens pas à faire le deuil, et peut-être c'est une idée que j'ai eue de me faire tatouer le doudou de mon enfant. On travaille sur le dessin, elle vient me voir, et pendant que j'exécute le tatouage, 1h30, 2 heures d'exécution, plus ou moins, et comme tu le sais, les langues se délient très souvent à ce moment-là, une forme de confiance s'installe, et elle me livre qu'elle est séparée du papa de cet enfant en question depuis un long moment, qu'elle a refait sa vie avec un autre monsieur, et qu'avec ce monsieur, impossibilité totale de procréer à nouveau. Enfin, d'avoir un enfant, si on peut parler français. Aucun souci médical apparent, mais ça marche pas. On se sépare, merci, au revoir, très bien, bravo. Elle m'appelle moins d'1 mois après. Elle me dit, tu me croiras jamais, je suis tombée enceinte. Donc là, intuition, signaux, on appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, je me suis dit, il y a un sujet. Ça veut dire que cette jeune fille qui fait, j'allais dire les formes, c'est moche, qui a la démarche d'introspection, de dire, je pose ça là, et peut-être ça va m'aider à guérir de quelque chose dont je n'arrive pas à me défaire, qui est une douleur intense et immortelle quelque part. Peut-être ça va m'aider à le dépasser pour autre chose. Enfin, je ne pense pas que sa pensée allait jusque-là, mais juste me dire, je fais un pas vers moi, vers mon histoire, en la gravant à vie sur moi, en l'intégrant en fait. Petite parenthèse, on dit souvent faire son deuil, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait chasser. Et
les expériences ont prouvé que c'est quand le deuil est intégré, quand il est assumé, que, entre guillemets, il se fait. Parce qu'on ne se sépare pas, en fait, de la mémoire de quelqu'un de disparu. Et en fait, c'est ce qu'elle prouve dans cette histoire, c'est qu'elle conserve en elle, c'est-à-dire qu'elle ne cache pas, elle aurait pu dire le doudou, je vais l'enterrer. Mais là, elle décide de le... Alors, c'est pas un endroit visible, le tatouage, mais malgré tout, c'est sur son corps. Et à partir du moment où elle dit je le garde en moi et ça fait partie de moi et c'est une composante incontournable de mon existence et de la personne que je suis, elle fait un pas en avant considérable et comme de par magie, elle tombe enceinte. Et ma façon de travailler a complètement changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai creusé et je continue à le faire de plus en plus, cette façon de faire, de poser les questions. Alors, les pourquoi se sont transformés en des questions un petit peu plus constructives. Et non pas par souci d'intrusion, mais simplement pour comprendre le plus possible. Et plus je pose des questions, plus j'affine les questions, plus j'arrive à cerner le sujet pour lequel on vient me voir, qui n'est pas toujours très clair. Et le travail que fait la personne qui vient me voir en amont me permet, moi, de faire un dessin qui, dans le meilleur des cas, enfin j'ai envie de dire, qui soigne, en fait. Qui soigne. Et il y a une métaphore qui est rigolote, mais que je pense être assez juste. Quand on est enfant, alors il y a moins d'instituteurs qui font ça, mais à l'école primaire, ou même maternelle, quand on se comporte bien, ou quand on a bien fait un devoir, on a un bon point ou une image. Oui. Et l'image, c'est la récompense absolue quand on est un enfant. Parce que pour avoir l'image, alors ça dépend des règles dans les classes, mais il faut un truc du genre, il faut 10 bons points pour avoir une image. Oui. Donc les images, on ne les obtient pas facilement. Et là, les gens, ils viennent me voir, ils se livrent. C'est-à-dire que quand tu vas voir un psychiatre, thérapeute, collogue, tu repars avec autant, voire plus de questions que tu en avais avant d'arriver. Oui. Et accessoirement, tu t'es délaissé de quelques dizaines d'euros, oui. Et là, en fait, alors le tatouage n'est pas gratuit pour autant, mais en revanche, tu repars avec une récompense. Et la récompense, c'est l'image. Et je pense que ce qui pourrait paraître anodin ne l'est pas du tout. Et je pense que ça facilite énormément la construction de la démarche qui se fait en plusieurs étapes. Je vais me livrer à un inconnu. La grande majorité des gens qui s'adressent à moi ne me connaissent pas. Ils connaissent idéalement mon travail, mais moi, ils ne m'ont jamais vu, jamais entendu, jamais rencontré. Donc, ils me livrent des détails de leur vie que parfois, même leurs conjoints, leurs parents ne connaissent même pas. Que ce soit des détails heureux ou malheureux, peu importe. Ensuite, ils prennent le risque. Mais disons que il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour un tatouage, pour un premier tatouage. Oui. Ce qui est une démarche qui n'est pas la même que quand tu es déjà tatoué, parce que y a toute une dimension inconnue encore plus importante. C'est-à-dire que ils me livrent un morceau d'existence que certaines personnes ne connaissent pas. Ensuite, ils viennent se faire tatouer parfois pour la première fois. Et après, ils sont marqués à vie. Et donc, quand ils ont entamé cette démarche et qu'ils sont allés jusqu'au tatouage, je pense que le fait... Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'on me l'a rapporté. Le fait d'avoir sur soi l'image gravée à vie, en fait, ils y retournent. La grande majorité des gens qui se font tatouer des zones visibles. Enfin, visibles pour eux. C'est-à-dire que si on se fait tatouer sur le dos, c'est moins évident de croiser l'image de son tatouage que si c'est sur un avant-bras, par exemple. Et il passe un temps infini à regarder l'image du tatouage et à échanger dans une certaine mesure avec l'image
ce qu'elle renvoie et les bénéfices potentiels que ça a apporté ou que ça apporte encore, en fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. D'où l'idée que le fait de, entre guillemets, gagner une image à la fin, je pense que ça apporte une dimension supplémentaire à une forme thérapeutique plus classique, en fait. Super intéressant. Moi, j'avais des images, des bons points, puis des images à mes cours de piano, tu vois, quand j'étais gamine, parce que j'avais une prof très vieille école. C'était l'art par la joie, ça s'appelait, et j'avais des images, en effet. Mais je préfère largement les tatouages, et les tiens particulièrement. Mais on peut pas tatouer les enfants. Non. Après un cours de piano. Ça aurait été une sacrée démarche, ça, la prof de piano qui est tatoueuse aussi. Il y a peut-être quelque chose. Comment tu gères, toi, les histoires que tu reçois? Alors, elles sont pas toujours graves et toujours sombres et lourdes. Il y a aussi des choses à célébrer, etc. Enfin, j'imagine, je sais pas quelle est la proportion, mais est-ce que parfois, t'as l'impression, tu te sens débordé par un apport trop grand des émotions d'autrui et des histoires d'autrui qui pourraient te submerger? Est-ce que ça arrive? Très souvent. Ok. Alors au début, je savais pas bien gérer pour 2 raisons. La première, c'est que je me disais, qui suis-je pour me prétendre thérapeute, même si je n'ai jamais dit, je suis thérapeute et venez me voir et je vais vous soigner. Le fait est que je fais ça depuis suffisamment longtemps pour constater qu'à travers ma démarche, il y a un avant et un après. Donc je me prétends toujours pas pour autant thérapeute, mais pour avoir fait une petite conférence à Marseille avec une thérapeute, on part du principe, quand on suit les enseignements les plus classiques, que c'est celui qui reçoit la parole qui, malgré lui ou malgré elle, prend le rôle du thérapeute. Si je me confie à un barman, à un taxi, à mon conseiller Pôle emploi ou un thérapeute, c'est celui qui reçoit, qui écoute, en fait. C'est l'oreille qui se tend, qui prend ce rôle, en fait, de façon volontaire ou pas. Donc moi, je ne prétends rien d'autre que d'accueillir et de recevoir des histoires pour ensuite les traduire en dessin. Donc, j'ai pas une plaque qui dit je suis thérapeute. J'ai même pas de plaque qui dit que je suis tatoueur et pour autant, je le suis. Donc ça, c'est ma position à moi sur 100% des histoires. Il arrive de temps en temps, j'ai reçu un mail l'autre jour et une fille me dit « J'ai perdu ma virginité à 13 ans, j'ai été violée par 5 garçons. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans. Donc, ça fait pas du tout écho. Bien sûr. Et donc là, en fait, pour revenir à ma définition du beau, là, ça se fige, mais pour d'autres raisons. Oui. Et en fait... moi, dans ces cas-là, en fait, je fais une pause. Je suis obligé. En fait, j'accueille et je vois. Enfin, je vois. J'essaie de constater ce que ça fait et je reste dans ma position de celui qui reçoit un récit, à qui on raconte une histoire et qui doit la traduire en images. Et en fait, ce qui me sauve dans une certaine mesure, c'est que je me contente pas de ça. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'elle a plus 13 ans. Alors on n'a pas avancé avec cette personne, donc j'en sais pas plus, mais le sujet, ça va être de qui elle est aujourd'hui, comment elle s'est construite avec et sans ça, enfin avec ça puisque c'est là, mais et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle vient me voir, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui s'est construit depuis ses 13 ans, et comment ensemble on va raconter une autre histoire, en fait. Parce qu'on peut choisir de se dire j'ai vécu un événement traumatique à un moment et ça me leste jusqu'à la fin de mes jours. Ou tu peux dire il m'est arrivé ça, et alors apprendre avec beaucoup de pincettes, et grâce à ça, grâce à ce que j'ai vécu, ça me permet d'avoir une prise de recul sur mon existence, celle des autres, sur mon rapport à l'humanité, sur mon rapport à moi, à la féminité, à que sais-je, pour me construire d'une autre façon.
certaines croyances disent que ce qui n'arrive jamais par hasard et que l'histoire se répète. C'est Jung qui disait ça. L'histoire se répète jusqu'à ce que tu comprennes le message qu'on est en train de te faire passer. Je ne mets pas du tout ça en lien avec un viol collectif, bien entendu, mais même pour des choses beaucoup moins importantes, voire anodines, on peut tous constater que dans nos vies, l'histoire se répète. Dans nos schémas familiaux, amoureux, amicaux, professionnels. Je comprends pas, j'ai toujours le même genre de patron. Je comprends pas, je me fais toujours virer. Je comprends pas, je tombe toujours sur des mecs, je sais pas, radins ou qui me trompent. Ou je comprends pas, je tombe toujours sur des filles qui, que sais-je. Ça se répète jusqu'à ce que je comprenne le message qu'on me fait passer. Et parfois, pour comprendre le message, il suffit d'un intervenant extérieur, qui peut être un thérapeute, qui peut être quelqu'un qu'on ne choisit pas, et qui à un moment, je reviens à l'histoire de l'image, qui pose une image et qui dit, en fait, voilà, moi ce que je comprends, c'est ça. Est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert ? Moi j'interviens à ce moment-là, en fait. À un moment où quelqu'un me fait une confiance inouïe, qui est celle de la parole libérée, et que je mesure, et dans laquelle, moi, en l'accueillant, la meilleure réponse que je puisse faire, c'est de transmettre ce que moi je reçois avec le plus d'authenticité possible. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, je me demande si je suis vraiment un artiste ou pas. Là, je sors complètement de... C'est pas une question que tu me poses, mais je me la pose. Non, mais vas-y, je te partage, en fait. Vas-y, ouais. Parce que dans le premier épisode de ton podcast... Avec Elkar. Elle explique très très bien ça. Cette pulsion de vie, en fait. Donc ça, moi, je l'ai, il n'y a pas de problème. Après, le rôle de l'artiste, et moi, j'en suis convaincu, c'est de transmettre sa vision du monde. Or, moi, je ne peux pas me permettre de transmettre ma vision du monde, puisque on vient me voir et on me dit je voudrais symboliser la relation exceptionnelle que j'ai avec mon fils, par exemple. Si je transmets la relation que j'ai avec mes enfants, avec mon fils, par exemple, ça ne marche pas, puisque c'est-à-dire que je fais un transfert qui est absolument incohérent. Donc, je suis obligé, non pas de me mettre à la place, mais c'est pour ça que c'est important de recevoir un maximum d'informations pour comprendre de quoi est composée l'existence de la personne qui me confie ça, pour traduire graphiquement, avec des éléments de dessin, de quoi pourrait être faite dans une version que j'essaye de faire la plus joyeuse possible, on va dire, pour qu'elle traduise au mieux ce qu'on m'a confié. Mais en fait, c'est comme si, pour un temps donné, je donnais mes talents de dessin à la personne qui me le demande sans me le demander, pour qu'elle fasse, avec ses mots, les dessins qu'elle aurait aimé que je lui fasse. Et c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça, comme dessin, mais en le voyant, je me dis, ça peut être que ça. Je crois que c'est à peu près ce que moi je t'ai dit, je pense. Mais en fait, je reçois beaucoup ce type de... Alors, pas toujours, mais parfois, faut que ça lutte un peu, parce que, comme je dis souvent, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc, il faut tâtonner un peu, parfois. Mais si je fais ça, est-ce que je suis un artiste ou est-ce que je suis un exécutant ? C'est ce que je disais tout à l'heure sur les tatoueurs. Il y en a qui dessinent et il y en a qui dessinent pas. Il y en a qui dessinent mais qui sont de mauvais exécutants. Et il y en a qui savent pas dessiner ou dessinent pas bien et qui font que de la reproduction, mais qui sont d'excellents exécutants. Et alors, est-ce que tu nourris par ailleurs cette envie, je sais même pas en fait si c'est un besoin non nourri là par le tatouage d'être pleinement libre dans ta création. Est-ce que cette liberté absolue d'artiste, tu la nourris un peu beaucoup tout le temps sur un coin de table quand tu vois à côté Je suis pas sûr de comprendre la question. C'est est-ce que je gribouille par ailleurs
ou est-ce que je vais chercher de l'inspiration? Non, j'aurais pas dit gribouiller, mais c'est le sens de ma question, c'est ça. Est-ce que tu crées pour toi, pour rien, pour laisser libre cours à ton artiste? Peu. Ok. Peu. Je le fais, mais je le fais assez peu. Et d'ailleurs, c'est étonnant comme les dessins que j'exposais sont assez loin. On reconnaît tout de suite le trait de dessin, mais dans leur signification, je pense que si je proposais aux personnes qui me commandent un tatouage que je leur fasse des tatouages des dessins que j'exposais avant, je pense que personne n'en voudrait. Ah, c'est marrant. Ils sont un peu effrayants, ces dessins-là. Enfin, ils sont effrayants parce que, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'ai voulu traduire. C'est du dessin expressionniste, donc, et que je voulais dépeindre certains mal-être, notamment dans la vie professionnelle. Donc c'est pas des choses qu'on a forcément envie de se faire tatouer, j'imagine. Oui, je comprends. Et je dessine un petit peu, je tiens un carnet de croquis, mais j'y vais, c'est par phase en fait. Ok. C'est par phase. Donc quand tu dis je sais pas bien si en vrai, je suis artiste. C'est une question qui reste juste une question, ou il y a tu vois, cette chatouille où ça... Alors, moi, je suis convaincu d'être un artiste. En revanche, est-ce que dans cette démarche qui est celle de répondre à une commande et de traduire en dessin... Alors, j'ai la chance inouïe d'avoir systématiquement ou presque une page blanche. C'est-à-dire qu'on me raconte un morceau d'histoire et on ne me dit pas « je veux un zèbre sur l'épaule gauche ». On me dit, il se passe ça, ou je ressens ça, ou ma vie c'est ça, quartier libre. En ça, la démarche artistique, elle est totale. Ouais. Mais je me dis, il y a ce petit filtre de dire, moi, une fois de plus, je me considère comme étant un artiste parce que la démarche est libre. Mais est-ce que cette expression artistique, après c'est le sujet de ma vie, hein. Est-ce qu'elle a sa place dans un musée en fait? Enfin, quand je dis dans un musée, c'est pour caricaturer bien entendu. Oui. Mais est-ce que c'est une démarche qui est légitime d'un point de vue académique? On pourrait le dire comme ça en fait. Et voilà, c'est le grand sujet de ma vie, ça. Je comprends. Est-ce que je suis légitime en tant qu'artiste? Ça m'habite depuis que je suis gamin en fait. Et il y a une petite frustration quelque part de me dire, en fait j'ai la grande fierté, je crois, je peux le dire, depuis quelques années de vivre de mes dessins, de payer mon loyer, de partir en vacances, d'acheter une voiture ou d'aller au cinéma, de m'acheter des vêtements, enfin c'est idiot, avec comme seule source de revenus les dessins que je vends, qui se traduisent en tatouage, et ça, moi je suis très très fier de ça parce que c'est vraiment une vocation ancrée en moi depuis que je suis en âge de penser, il me semble. En revanche, j'aurais voulu être un artiste, je m'étais ancré, sans mauvais jeu de mots, dans l'idée, la vision du peintre torturé, si possible, alcoolique et seul et sous l'emprise de psychotropes, des toiles gigantesques, à se poser des questions dans tous les sens, hors du temps, hors du monde, que son galeriste vient visiter 4 fois par an et qui dit « Ah, c'est génial, on va exposer ça à la Tate Gallery ou je sais pas où. » Et voilà, j'ai cette idée-là, mais qui est un peu une image d'Épinal, que peu d'artistes ont vécu en réalité, et que encore moins vivent aujourd'hui. La vie d'artiste, c'est plus du tout ça, d'artiste contemporain en tout cas. Voilà. Mais j'étais parti dans cette idée-là plus jeune, et quelque part elle m'habite encore. Parce que pour l'anecdote, et ça je crois que je l'ai dit à très peu de gens, j'ai jamais dit devant un micro en tout cas. Parfait. C'est que quand je me suis mis au tatouage, je reviens à l'histoire du copain qui me dit « t'as qu'à tatouer ». Et je me dis, en fait, c'est pas complètement débile son truc. Parce que ce que je vais faire, c'est que tout le monde veut un tatouage. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, puis ça n'a pas beaucoup changé. Je pense que je suis pas trop débile et je suis pas complètement nul en dessin. Donc, je vais faire des tatouages. Assez rapidement, il y a un petit emballement autour de mon travail parce que
Parce que à partir du moment où on n'est pas mauvais, on poste des trucs sur Instagram, les communautés, elles se fabriquent. Alors, c'était encore plus vrai il y a une dizaine d'années. Les communautés, c'était mon cas d'ailleurs. Les communautés sur les réseaux sociaux, elles se fabriquent assez rapidement, en fait, parce que c'est très visuel. Et ça se partage facilement. Et je me suis dit, une fois que j'aurais atteint un niveau de notoriété, c'est un peu un peu beaucoup dire, mais une certaine forme de reconnaissance dans ce milieu-là, j'aurai une communauté qui me suit. Si elle est suffisamment vaste, en fait, je pourrais exposer à nouveau avec une communauté plus importante. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai plus de succès en galerie. Okay. Sauf que je m'étais dit, le passage dans le tatouage, ça va être... pas éphémère, mais ça va être un passage. Je n'avais pas donné de temps. Je sais pas si c'était 5, 10, 15 ans, mais je me suis dit, le temps de fabriquer, en fait, de la visibilité, en fait, plus que de la notoriété. Le temps de fabriquer de la visibilité. Et le jour où je dirais, au fait, tu peux aussi voir mes travaux, mais sous la forme papier et des plus grands formats, et ça se passe en galerie, les gens peut-être vont être séduits, peut-être vont venir et peut-être vont acheter, et je vais pouvoir faire le chemin inverse, abandonner progressivement le tatouage pour retourner dans les galeries et, soyons fous, les musées. Sauf que ce qui se passe dans le tatouage m'a complètement désarçonné, et aujourd'hui je suis complètement envahi par ce qui se passe dans le tatouage. Enfin, envahi, c'est pas ça. Disons que la satisfaction que m'apporte chaque projet dans le tatouage est tellement immense que le souhait d'un jour retourner en galerie, exposer des dessins en galerie, je sais d'avance que ça pourrait potentiellement être décevant. Ouais. Et donc j'y songe quasiment jamais. Et tu t'es jamais dit que tes tableaux, ils se promènent dans la rue et que ça, c'est quand même un truc de fou? Parce qu'en vrai, c'est ça qui se passe. Oui, mais ce ne sont pas des tableaux. Après, c'est toujours le même truc, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que moi, je viens d'un milieu assez bourgeois et le tatouage, c'est cacaboudin. Ouais. Moi, je suis le seul de ma famille à porter des tatouages. C'est presque légitime parce que je suis tatoueur, mais en plus, je suis tatoueur. Je sais pas si tu vois le délire, quoi. Dans une famille où ils sont la moitié, je veux dire, des hommes, des femmes aussi sont énarques plus ou moins, ou si t'es pas un grand médecin, un grand avocat ou un grand capitaine d'industrie, t'es rien du tout. Donc imagine, moi je suis tatoueur. Donc voilà. Et c'est la problématique du cliché, en fait, que je trimballe. Ouais. Aussi. Mais ça, c'est parce que peut-être qu'il faudrait qu'on me fasse un tatouage. Oui, c'est ça. Bon, moi, je voudrais aussi savoir à quel moment du processus ou de la relation avec ta cliente ou ton client, à quel moment tu savoures le plus, à quel moment tu ressens le plus de joie? Un moment précis, tu vois, du début de la première communication jusqu'à la fin de la relation? Alors, quand ça arrive, l'acmé, c'est ce qu'on a vécu nous tout à l'heure. Où je revois un tatouage 4-5 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après, ouais. Et que je me rends compte que la cicatrisation, elle est nickel, que le dessin a pas bavé, que ça fait que c'est pas boursouflé, que les couleurs, quand il y en a, sont restées, qu'elles sont intactes, que les traits fins ne se sont pas rejoints. Et en fait, j'ai beaucoup de chance, ça arrive de plus en plus souvent. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que moi, j'ai bien travaillé en amont au moment de l'exécution. Et ça veut dire que la personne a respecté mes consignes de soins post-tatouage pour avoir une belle cicatrisation. Et pour moi, c'est une collaboration qui est hyper réussie. Et je reste persuadé que quand ça cicatrise bien, quand ça fait un, entre guillemets, beau tatouage, ça veut dire que ce qu'il y a en plus dans le processus, comme tu dis,
Gainsbourg disait, il lui fallu que le processus se suce. Mais il y en a qui le sucent pas. Enfin, soit ils ne mesurent pas ce que ça peut représenter pour eux, ce que ça peut leur apporter, soit ils le négligent parce que ils sont dans une dimension qui est juste esthétique. Mais heureusement, j'en ai de moins en moins, des gens comme ça. Je dénigre pas, hein. Quasiment tous les autres tatoueurs travaillent comme ça et c'est très bien. Moi, je suis couvert de tatouages qui sont faits comme ça. Hein. Et je pense que quand tout est intégré, en fait, pour moi, c'est la même satisfaction que quand la fille, elle me dit « je suis tombée enceinte ». C'est qu'on a bien travaillé, en fait. J'ai compris, elle a compris, on s'est entendu. On a parlé le même langage. Elle avec des mots, moi avec une image. Et pour moi, c'est ça. La plus grande satisfaction, c'est ça. Alors malheureusement, je ne peux pas revoir tous les tatouages. Je demande une photo, mais par exemple, la photo que tu m'avais envoyée toi ne reflétait pas aussi bien. Enfin, après, c'est toujours un peu compliqué de prendre une photo de soi-même sur des endroits du corps. Surtout sur l'avant-bras. Voilà. Je te raconte pas comment je l'ai fait, mais c'était un peu compliqué. C'est pas toujours évident. Les conditions d'éclairage sont pas toujours idéales. Et quand il n'y a pas ça, c'est quand quand le tatouage est terminé, je crois. Parce que là, il y a un petit... C'est un peu idiot, mais comme comparaison, et je voudrais qu'il n'y ait surtout pas de mauvaise interprétation. Quand tu rencontres quelqu'un, et les jeunes maintenant, ils disent un crush. Ouais. En fait, il y a un truc qui se passe dans les yeux, tu te dis « Ah !» Parfois, il ne se passe rien, mais... là, je parle pas des tatouages, hein, je parle de juste le contexte quand tu rencontres quelqu'un et tu sens qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe qui est peut-être de l'ordre du sentiment amoureux, mais tu sais pas encore. C'est peut-être de l'amitié, mais tu sais qu'il y a probablement les bonnes bases pour qu'une belle histoire se fabrique. Et souvent, je vis ça à l'issue du tatouage. En fait, j'ai pas envie que les gens partent. Et je pense qu'eux, ils ont envie de rester. Ouais. Et parfois, ça arrive. Quand c'est possible, ils restent, on boit un verre si c'est pas en milieu de journée. Ça s'y prête plus en fin de journée, mais peu importe. Et ça, c'est super. Et parfois, on se revoit même. Ça arrive pas avec tout le monde, mais certaines personnes sont devenues des copains, voire des amis. Et parfois on se revoit, la preuve. Ouais. Pour d'autres raisons. Ouais. On fait une pause jeu avec les mots. Ok. Si ça te dit. Ouais. J'ai préparé quelques mots sur lesquels j'aimerais bien que tu réagisses en quelques mots à ton tour. D'accord. Donc c'est des mots, enfin voilà, on va voir comment ils te parlent, mais ça m'intéresse de savoir, d'avoir ta définition ou ce que ça provoque chez toi quand je te dis ces mots-là. Ok ? Alors ça me rappelle, ok bien sûr, ça me rappelle, alors j'ai un moment dans ma vie, j'ai fait un test de QI. Je vais pas en dire plus, mais... On n'aura pas le chiffre. Juste quand... en fait, il y a 4 tests qui sont sur lesquels il y a une note, et ça fait une note globale, et c'est ce qui donne le QI. Et il y a une série de tests. En fait, ce sont des séries de tests. Il y a 4 groupes de séries de tests. Et il y a un test en verbal. Et on te donne un mot et tu dois donner une définition. Et à l'issue, quand j'ai eu le compte-rendu de mon test global, on te détaille chacun des exercices. Et sur le verbal, j'avais moins de 100. Et moins de 100, ça veut dire que c'est une forme d'autisme sévère. Ça veut dire que tu ne sais pas t'exprimer correctement. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant parce que ça voudrait dire que, en gros, je sais ni lire ni écrire. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne sais pas si j'ai une élocution particulièrement... Enfin, je ne sais pas ce qu'elle a, mon élocution, mais en tout cas, et en fait, ça me rappelle ça. Enfin, tout de suite, quand tu me dis ça... mais non, mais c'est intéressant. Ça permet de réécrire l'histoire différemment. Et en plus, je ne serais pas noté. Oui, en plus. Moi, je suis assez persuadée que ces tests-là,
sont sur un canal de communication très précis. Et peut-être que tu vois, tu parles beaucoup en métaphore ou en image et que donc le test ne comprend pas ça. Enfin, c'est la lecture que là j'en ai, mais... Je sais pas. Après, je suis une nature très anxieuse. Et j'étais très 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 anxieux avant de faire ce test. Alors, on te dit les thérapeutes, qui pour le coup, eux sont vraiment des thérapeutes, en tiennent compte, que ça fait partie justement de la dimension de la note. Enfin, il y a une sorte de handicap qui est pris en compte par rapport à ça. Mais bon, bref. Mais oui, jouons à ça, bien sûr. Ok. Donc promis, il n'y aura pas de notation, je ne compte rien. Le premier mot, c'est histoire. J'ai envie de dire 2 tatouages. C'est le titre de mon livre. C'est le titre de ton livre, ouais. Dans lequel la première histoire, c'est d'ailleurs celle que tu nous as racontée de Vanessa. De Vanessa, absolument. Ouais. Oui. J'aime les histoires. Il y a un moment, moi j'ai travaillé longtemps dans la publicité. À un moment, j'ai eu des velléités de réalisation. J'aime beaucoup le cinéma et à un moment, c'était vraiment je le vivais quasiment comme une passion. Et je m'étais dit pourquoi pas. Et j'ai fait un court-métrage que très peu de gens ont vu, et heureusement. Et j'avais rencontré une association, je ne sais pas si elle existe toujours, qui permet à des gens du cinéma, acteurs, réalisateurs, scénaristes, de se mettre en relation de façon tout à fait gratuite. Okay. Pour constituer des équipes, par exemple, tu vas les voir, tu veux faire un tournage et il te manque, je sais pas, un perchman ou de l'éclairage ou du matériel pour prendre le son ou un lieu ou des comédiens. Et tu vas les voir, t'exposes ton projet et si eux considèrent que c'est cohérent, que ça tient la route et t'es pas obligatoirement obligé d'être un professionnel, ils mettent en route en branle, enfin je sais pas, ils font fonctionner leur réseau et ils te mettent à disposition des gens quand il y en a. Ok. Et c'est absolument génial. Et le type m'avait dit qu'est-ce qui te motive ? Et je lui ai dit j'adore raconter des histoires. Voilà. Il m'avait dit c'est une banalité affligeante. Sortez. Quasi. Donc, je suis pas devenu réalisateur, mais c'est pas grave. Ouais. Je raconte quand même des histoires en fait. Bah ouais, finalement. Mais qui sont pas les miennes. Et en fait c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai plusieurs projets de livres et j'ai eu notamment un projet de roman graphique qui n'a pas vu le jour. On est allé loin dans la préparation du projet, mais il n'a finalement pas été signé. Et c'est une histoire que j'ai racontée moi. Enfin, j'avais écrit l'histoire et dessiné. Et quand Histoire de tatouage est sortie, je me suis dit, en fait, c'est ça. Le sujet, c'est que moi, je ne sais pas raconter des histoires. En revanche, je peux raconter celle des autres. Et très bien. Le mot suivant, c'est douleur. Ben, rien que le mot, il fait mal, je trouve. Puis je l'ai dit un peu durement, je trouve. Chez moi, ça fait mal. Enfin, ça pèse, quoi. C'est... Alors, peut-être si tu poses cette question, c'est qu'effectivement, il y a un vrai sujet avec le tatouage. Et comme moi, je tatoue beaucoup de personnes pour qui c'est un premier tatouage, c'est une dimension qui est totalement inconnue. À la grande question, puisque tout le monde se la pose quand on n'est pas encore tatoué, à quoi ressemble la douleur du tatouage ? La réponse est, tu verras bien, elle est horrible cette réponse, mais elle est pour toi, pour moi, pour le voisin, la voisine, à chaque fois différente. Pour les femmes qui connaissent ce que ça fait l'épilateur électrique, on m'a dit que c'était très proche de ça. Et en fait, c'est pas une douleur, on se coupe avec un couteau, ça fait mal. J'ai fait une expérience il y a longtemps. Mon premier salon de tatouage était dans un espace de coworking dans lequel on était, je sais pas, 120, 130, 150 personnes à travailler, pas toujours en même temps. Et un jour, quelqu'un me dit, tu veux pas me tatouer un point ? Je veux connaître, tu me le fais à un endroit caché, je veux connaître la sensation, ce que ça fait, le zzz. Ouais. Je lui dis, ok, mais ce qui serait rigolo, c'est que t'en parles à d'autres, et puis comme ça, on en fait, je sais pas, j'en fais 3-4 d'affilée, quoi, ça peut être rigolo. J'en ai fait une 50aine, en réalité, ça intéressait quasi tout le monde. On était très bien organisé pour que les règles d'hygiène soient vraiment respectées et que ça ne dure pas un quart d'heure par personne entre la préparation du poste
de l'un, le nettoyage et préparation du prochain. Et 100% des gens qui se sont fait tatouer, qui n'avaient aucun tatouage, ont dit un tatouage, ça fait pas mal. Mais une fois de plus, ils n'ont eu que le dzzt. C'est ça, c'est un point. Parce que ça fait pas mal. Ouais, ça fait mal chez personne. Ouais. Les gens qui connaissent la dermopigmentation, qu'on appelle autrement le maquillage permanent. Ouais. Maquillage permanent, oui, c'est ça. Qui est utilisé aussi pour certaines... quand on fait de la radiothérapie, je crois, qu'on met des points sur certaines parties du corps pour que l'appareil puisse s'orienter pile poil à un endroit où certaines radios médicales, je crois. Et c'est pareil, c'est un tout petit dermographe en fait. Et ça, je crois que c'est beaucoup moins douloureux. Et en fait, ce que je dis souvent, je pense que les personnes tatouées acquiesceront, c'est que déjà, il y a un truc, c'est que on a un capital d'endorphine au même titre que l'on a un capital de mélatonine, peut-être tout ce qui est en in dans le corps, sérotonine, dopamine, que sais-je. Et plus tu prends le soleil, plus ton corps s'abîme au fur et à mesure, au gré de tes expositions au soleil. On le voit bien chez les vieilles niçoises, par exemple. C'est moins élégant que les jeunes filles du Nord. Et en fait, il y a les endorphines que sécrète le cerveau. En fait, c'est une substance, enfin j'ai oublié le nom. Le nom, c'est comme la sérotonine, c'est un... peu importe, on va retrouver. Le fait est que c'est transmis au moment où le cerveau capte, tiens, il y a une douleur à cet endroit-là, bam, j'envoie de l'endorphine. Il semblerait qu'on a un capital et parce que les gens qui sont très tatoués disent c'est bizarre, plus je me fais tatouer, plus j'ai mal, alors qu'au début j'avais pas mal. Déjà il y a ça. Donc, vous qui n'êtes pas tatoué, dites-vous que le premier tatouage, il fera moins mal que les autres. Déjà il y a ça. Ensuite, c'est pas une douleur, c'est plus une gêne qui se répète. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on prend son index et qu'on frotte l'avant du bras, même très doucement, ça fait pas mal du tout. Mais au bout de 5 minutes, je vais ressentir une gêne qui sera pas du tout douloureuse. Mais on aura envie de secouer la main ou le bras. Et si ça continue, en fait, l'envie de se séparer du geste va revenir de façon de plus en plus régulière. Au bout d'un moment, ça va devenir insupportable, puis douloureux, parce que ça va chauffer la peau, voire ça va la brûler, alors pas une brûlure importante, mais et ça va devenir franchement désagréable, la peau va rougir, et ça va être vraiment très désagréable, voire douloureux. Le tatouage, c'est pareil. Un trait, un point, c'est pas douloureux. Ça provoque une gêne, un picotement, et quand on n'a jamais été tatoué, une surprise. C'est surprenant, parce qu'on ne connaît pas. Un tatouage, ceux que je fais font les plus petits entre 10 et 12 cm. C'est à minima 1h30, 2 heures d'exécution. Donc autant de trajets de l'aiguille entre le derme et l'épiderme, c'est-à-dire entre 2 et 3 mm sous la peau. C'est équivalent à une griffure de chat ou une griffure de ronce. Une griffure de chat, c'est désagréable, mais ça fait pas mal. Ça surprend, c'est pas agréable. Puis on est vexé en plus. Les ronces, c'est pareil. Ouais. Sauf que la ronce, elle fait pas un dessin pendant 1h30. Et en fait, c'est ça. Alors c'est que vraiment on est coincé dans le buisson et que... Ah ouais, là c'est très douloureux. Et puis malheureusement, c'est pas juste 10-12 cm. Oui, en plus. Ouais. C'est ça que je peux mettre en lien avec la douleur. Je fais des réponses très longues. Mais moi, je vois bien la différence de douleur entre le début d'un tatouage et la fin. Moi, j'en ai... le tien, ça a duré un peu longtemps, mais c'était pas le plus long. Et je vois que le dernier tiers de l'exécution, en général, c'est... Donc, je ressens, moi, une baisse du capital Alors, c'est pas que l'endorphine, c'est aussi la capacité de résistance. Oui, c'est ça, du corps, et c'est épuisant. Ouais, aussi, un tatouage. Puis moi, j'en ai ras-le-bol aussi à la fin. J'ai envie que ça s'arrête. Ouais. Ok, donc douleur. Si je te dis convention.
Je dis non. Alors, dans le milieu du tatouage, mais ça c'est l'instinct grégaire de l'humain. On aime bien être entre soi, on aime bien se réunir, on aime bien se rassurer. Et le tatoueur, dans son cliché le plus parfait, il est... je veux dire un truc pas sympa, il fait peur. Parce que... alors jusqu'à il y a peu, c'est moins vrai maintenant. Puis maintenant, il y a des filles parfois très jolies en plus. Enfin, quand je dis jolies, élégantes, présentables... parce que, à contrario, il peut y avoir des filles comme des garçons qui font peur, mais parce qu'il y a des accoutrements, des piercings, des tatouages sur des parties très visibles comme le visage, les mains, le cou, qui sont tellement surprenants que ça fait peur parce que ça te dérange en réalité. C'est pas peur, c'est un peu exagéré, ça surprend. Il y a de plus en plus de tatoueurs, de tatoueuses qui ont, comme moi, des tas de gendres idéaux. Et dans le milieu du tatouage, depuis très longtemps, il existe des réunions de corporation, on peut dire ça comme ça, qui permettent à un certain nombre de tatoueurs, au moins quelques dizaines, jusqu'à quelques centaines pour l'événement le plus connu qui est le mondial du tatouage, enfin le plus connu, le plus important en France en tout cas, qui très modestement s'appelle le mondial du tatouage d'ailleurs. Ces événements permettent à des tatoueurs de se réunir en endroit donné sur peu de temps, quelques jours, et permettre aux personnes résidentes de là où se trouvent les conventions de pouvoir rencontrer et se faire tatouer par des artistes qui qui exercent très loin, pas dans leur ville en tout cas, et très loin en France, voire à l'étranger. Donc l'idée est hyper intéressante, très séduisante. En revanche, moi je ne participe pas à ce type d'événement pour une raison évidente, c'est que ma démarche, elle vise à accompagner les personnes qui viennent me voir, qui me confient des moments très précis de leur existence, avec beaucoup de confiance, et ça installe entre nous très vite une grande complicité, voire intimité. Et si je leur dis « Ok, ton tatouage, on va le faire à la Convention de La Rochelle mi-juillet. Il y aura 145 tatoueurs, 1200 visiteurs, de la musique tonitruante dans les oreilles, et tu seras tatoué, la personne à côté, à ta droite, elle sera à 25 cm et à ta gauche à 30 cm. À tes pieds, il y aura un chien, un enfant qui couine, un reste de sandwich de la veille et une bière ouverte, mais tu n'es pas obligé de mettre ton masque. Je caricature, bien entendu, mais tous ceux qui ont assisté au moins une fois dans leur vie à une convention, ne serait-ce qu'en tant que visiteurs, ont forcément souri, parce que c'est vrai. J'ai souri. Voilà. Et je retape un peu dessus, parce que c'est comme ça. Le mondial du tatouage n'échappe pas du tout à la règle. Voilà. Même s'il est organisé par le meilleur tatoueur de la Terre, puisque c'est le mondial. Bref. Et j'aurais l'impression, en fait, de manquer à mon engagement de départ si je tatoue les gens qui me font confiance dans un lieu qui ne correspond pas, moi, à ma façon de faire. Une fois de plus, je ne dénigre pas, je trouve ça génial que des gens puissent aller à la rencontre d'artistes qui, sinon, ne seraient pas accessibles. Tout le monde ne peut pas se payer un billet de train ou d'avion pour aller à la rencontre, plus un hôtel, un Airbnb, s'absenter quelques jours, poser des jours de congé. C'est-à-dire que le tatouage à 300, 500 euros, mis bout à bout, il revient à 1000, 1200 euros. Alors que s'il vient chez toi, enfin, dans ta ville, c'est génial. L'idée est super. Mais moi, je ne me sens pas concerné par cette façon de pratiquer. Ok. Qu'est-ce que tu ressens dans les 2-3 secondes qui précèdent la première fois où tu poses l'aiguille sur la peau de quelqu'un que tu vas tatouer là, dans les secondes qui suivent? Est-ce que tu peux identifier ce que c'est l'émotion que tu ressens, le truc qui te traverse à ce moment-là? C'est de l'excitation. Ok. J'ai fait beaucoup de sport. Je fais de la compétition de natation quand j'étais gamin. Et ça me rappelle, en fait... Alors maintenant, le bruit, c'est un bip
En fait, il y a une sorte de rituel quand tu montes sur le plot. Ouais. En fait, c'est en 3 temps. C'est comme pour les sprinteurs en course à pied. De mémoire, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Nageur à vos marques, prêt, tu t'installes sur le plot, puis tout est ritualisé. Il ne faut pas que tu te mettes à un endroit ou à un autre, sinon tu es disqualifié. Et ensuite, tu te mets en position. D'ailleurs, elle a changé cette position, elle n'est plus la même. Et après, il y a le coup de sifflet et tu pars. Et en fait, juste avant de poser mon aiguille, c'est comme quand j'étais sur le plot. Je suis hyper excité. Mais si on enlève toute la dimension de compétition qui est liée à tout ce que ça représente, il n'y a pas de compétition dans le tatouage, mais l'excitation de me jeter à l'eau, sans mauvaise métaphore, c'est ça, en fait. Je sais que je vais faire un truc hyper excitant que j'adore, et ça démarre, c'est maintenant. Okay. Comme quand l'écran, la lumière s'éteint, que le film va commencer. Ouais. C'est ça, en fait. Sauf que là, t'es acteur, t'es pas le spectateur dans la salle. Oui. Alors, les tout premiers tatouages, là, c'était angoisse totale. Et je tremblais, carrément, je peux le dire maintenant. Je tremblais, littéralement. C'était gênant. Ouais, je comprends. Et maintenant, c'est de l'excitation, parce que je vais faire ce que j'aime le plus au monde, dessiner. Et en plus, le dessin est validé, donc je sais qu'il plaît. Quand je dessine sur le papier, c'est différent. Parce que je ne sais pas si ça va plaire. Et pour le coup, quand je transmets le dessin, si je devais le faire à la main, je suis sûr que ma main, elle tremblerait, parce que j'aurais peur que ça ne plaise pas. Quel rapport tu entretiens avec le temps ? C'est compliqué, mon rapport au temps. Je cours après, tout le temps. Les gens qui me connaissent savent que... Ils me disent, tu travailles tout le temps. Moi, j'ai l'impression de ne pas travailler assez et de ne pas avoir de temps pour travailler. Le fait est que pour moi, il n'y a pas de frontière entre tout ce qui se passe dans ma vie et le travail. En fait, j'ai tellement attendu de pouvoir vivre ce que je vis là, ce que je disais tout à l'heure, pouvoir assumer tout ce que je dois assumer financièrement dans ma vie par le fruit de mon travail, donc la vente de mes dessins. J'ai tellement attendu ça, j'ai tellement cru longtemps que ça n'était pas possible, que ça n'était pas pour moi, en fait, que pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une contrainte, c'est pas du travail. En plus, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 13 ans et on aime beaucoup dessiner tous ensemble. Ah, génial. Donc moi, je travaille, mais eux, ils s'amusent, mais en vrai, je travaille pas, je m'amuse, puisque il y a une contrainte, mais c'est de l'amusement quand même. Et j'ai l'impression de courir après le temps parce que déjà... je m'y suis mis tardivement à ce métier que j'adore et j'ai l'impression de devoir rattraper du temps perdu. Chaque mois, je me déplace dans une ville de province dans laquelle je passe entre 5 jours et 10 jours. Et autour de moi, souvent, on me dit « Alors, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas visiter? C'est comment? Alors, c'est comment Marseille? C'est comment Rennes? C'est comment Nantes ?» Et je dis « En fait, je sais pas. Je ne visite pas. » Parce que déjà, je suis pas en vacances et je suis pas là pour ça, en fait. Je viens pas pour moi, je vais pour les autres, en fait. Je me mets à disposition des autres. C'est l'idée, en fait, pour rebondir sur l'histoire de la convention. C'est-à-dire que moi, je fais des micro-conventions, c'est-à-dire que je fais des conventions avec que moi, hyper prétentieux. C'est-à-dire que je vais à Nantes, Bordeaux, Marseille, chaque mois, ça change, parce que je vois bien que c'est plus simple pour plein de gens. Moi, j'adore le faire parce que j'aime aller à la rencontre de gens que sinon je ne verrais pas. Et j'y vais pas pour aller voir je crois que c'est un éléphant à Nantes. Oui. Pardon les Nantais. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est trouver un lieu d'accueil qui soit convivial, chaleureux, idéalement un peu atypique, comme ici par exemple, où je puisse recevoir, que les gens se sentent bien et qui se sentent accompagnés jusqu'au bout, en fait. C'est ça qui compte. Et ce qui est hyper agréable, quand je fais ça, je suis moins préoccupé par le temps parce que déjà, je n'ai pas la charge de mes enfants à ce moment-là, puisque à part de rares exceptions, en général, ils ne sont pas avec moi. Et là, en fait, je peux me lever très tôt, me coucher très tard en faisant que du travail, entre guillemets, enfin du dessin. Donc, et c'est ce que je préfère faire, plus ou moins. Donc c'est génial. Ouais, j'allais dire, en fait, on n'a pas l'impression que tu cours après le temps. En tout cas, dans ma posture de cliente à tatouer, puis tatouer, tu
tu prends du temps, contrairement à plein d'autres tatoueuses ou tatoueurs que j'ai rencontrés où c'est quasiment à la chaîne. Là, il y a un vrai temps long et un temps de qualité que tu cadres et que tu protèges avec chacune de tes clientes et chacun de tes clients. Oui, c'est pour ça que c'est important de les recevoir dans un contexte qui soit cohérent avec la démarche de départ. Oui, bien sûr. Mais je réfléchis de temps en temps à d'autres façons de faire. Et parfois, je me dis, ce que j'aimerais, si ça se concrétise, ce serait génial, c'est d'habiter dans un endroit où, parce que j'aime beaucoup me déplacer aussi, c'est d'avoir à chaque fois un lieu de travail qui soit aussi un lieu de vie. Alors, c'est souvent ce qui se passe quand je me déplace en province, mais de pouvoir accorder plus de temps, en fait, à la personne qui vient me voir et de tout faire en une fois. Ça veut dire, ce serait par exemple une journée entière, la personne vient le matin, on travaille sur le dessin, et l'après-midi, on exécute le tatouage. J'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. J'ai fait un dessin qui était particulier parce que c'était un train qui devait slalomer entre des tatouages existants sur un bras. Le dessin en tant que tel n'était pas complexe, mais son positionnement l'était. Et donc il a fallu faire vraiment du sur-mesure. Chaque partie du dessin, bon, ça tombait bien, c'était des wagons, donc il fallait raccrocher les wagons, pour que ça circule correctement entre chaque partie du bras. Et ce garçon super génial, il est venu le matin assez tôt. On a travaillé sur le dessin, qui était validé sous la forme de croquis déjà. Et on a passé la matinée à dessiner. On a déjeuné ensemble. Après, on a exécuté le tatouage. Et le soir, on a bu un verre. Et moi, j'ai adoré ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les autres moments sont moins bien. Mais si je pouvais accorder autant de temps à chaque fois, j'aimerais beaucoup. Voilà. Après, il faut voir. Peut-être ça finira par se passer comme ça. Mais peut-être qu'il faut aussi, en une seule journée, arriver à accueillir la parole de l'autre, la digérer, faire un dessin et le transformer en tatouage. Ça fait peut-être beaucoup en une seule journée. C'est la question que j'allais te poser. Donc passons une semaine ensemble. Ouais, c'est ça. Et ça vous coûtera 12 000 €. C'est un concept. Voilà. Ouais. Donc j'ai un concept génial, mais j'ai pas de clients. Si tu veux bien, on va passer au rituel de fin. Oui. En 2 parties. La première partie, c'est une question. D'après toi, quel est le bénéfice majeur que tu tires à t'être écouté pour vivre la vie que tu as choisi de vivre aujourd'hui? Eh ben, je dors mieux. Il fut un temps, quand je travaillais dans la publicité, alors j'ai eu mon agence aussi. C'est important, je le précise parce que c'est pas pour dire ouais, j'étais patron. C'est parce que j'avais fait un choix difficile. J'ai décidé de ne plus être créatif. On peut être patron d'agence et créatif. Et j'avais fait le choix difficile de dire je peux pas être au four et au moulin. Donc je suis dirigeant d'agence et je délègue la création à d'autres créatifs. Donc je passais ma vie à faire du reporting et j'étais dans des tableurs Excel, un truc que j'adore, mais c'était un cauchemar pour moi en réalité. Alors j'avais des revenus qui étaient nettement plus importants, enfin autrement plus importants que ceux que j'ai aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'étais malheureux. Et ça se répercutait sur tout le reste de mon existence, en fait. Et les gens qui me connaissent d'avant le disent aussi. Et même ma posture n'était pas la même, et concrètement, je dormais moins bien, et tout ça va loin. Enfin, j'avais mal au dos, j'avais des problèmes de peau, et maintenant, ça va. Mais il n'y a rien de plus enrichissant, je crois, que de... En fait, je me sens utile. C'est plus que le dessin. C'est que je me sens utile. Un jour, j'avais discuté avec J'étais très copain. Quand mon agence, les locaux étaient pas très loin d'un resto. Alors, j'arrivais très tôt le matin dans les locaux. Et je croisais très souvent le chef d'un resto, un bistrot à côté, où j'allais déjeuner très souvent. Et je m'entendais bien avec le chef, et souvent le matin, mes locaux étaient en rez-de-chaussée,
Et lui, il se mettait dehors et moi dedans, et je lui offrais un café. Et on papotait comme ça. Et il me dit, moi, je vais partir en retraite bientôt. Et il me disait, mais moi, j'ai dû faire à manger pour, je sais pas, 10 000 personnes ou 5 000 personnes. Ou... Et puis il part, et moi, je referme la fenêtre. Et je me dis, mais en fait, moi, je sers à rien. Ce que je fais ne sert à rien. Je veux dire, que j'existe ou que je n'existe pas, aucune différence. C'est ce qu'on appelle maintenant les bullshit jobs. C'est alors que aujourd'hui, en me levant le matin et en me couchant le soir, c'est très prétentieux de dire que je sers à quelque chose, mais j'ai la sensation d'être utile. Les gens me remercient. J'ai travaillé presque 20 ans dans la publicité, personne ne m'a jamais remercié, et probablement qu'en retour, moi je n'ai jamais remercié personne aussi. Et moi, je reçois des merci. Enfin, la gratitude, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, moi, j'en fais aussi des merci. Enfin, j'en formule. Et ouais, j'ai gagné la gratitude. Et ça, c'est un beau cadeau. Hein. Ouais, à fond. Pour finir, je te laisse nous raconter un grand moment de ta vie de tatoueur / thérapeute, mais pas officiellement, / artiste. Alors, ce grand moment, il est récent, il date d'hier. Alors, dans l'absolu, j'ai envie de dire que la très grande majorité des tatouages que je fais sont pour moi des grands moments. Enfin, ce sont des moments toujours très émouvants pour moi. Et celui d'hier, alors c'est peut-être parce que c'est le dernier, mais il est intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que, alors déjà, j'ai tatoué un garçon. Les garçons, ça doit représenter, alors je ne suis plus dans les chiffres, mais je ne sais pas, entre 5 et 10% de ma clientèle. C'est vraiment très très peu, quoi. Là, j'ai tatoué 10 personnes. Bah, là, du coup, ça fait 20%. J'ai tatoué 2 garçons. C'est à peu près ça, ce ratio. Parfois, je me déplace, enfin, quand je me déplace, à Rennes, typiquement, j'ai fait 12 tatouages, 12 femmes. Et donc, c'était un garçon. Et donc, moi, je suis toujours content quand c'est un garçon parce que je suis content de voir qu'il y a aussi des garçons qui ont cette démarche introspective. Et en apparence, le sujet était, je dis toujours, votre histoire n'est pas banale, mais la façon dont il s'est livré, le sujet n'était pas banal, bien entendu, mais la façon de m'en parler était vraiment réservée. Voilà. Il m'a annoncé certaines choses dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails. Mais moi, je n'ai pas besoin de détails. J'ai besoin d'avoir une perception globale de l'histoire et que la personne me livre suffisamment de choses. Alors, comme j'ai déjà été confronté à ça, il y a un truc que je fais qui est récent. C'est que j'envoie un questionnaire précis. C'est une sorte de... je crois qu'on appelle ça un portrait chinois. Si tu étais un arbre, si tu étais... et en fait, il y a une dizaine de questions. Et ça me permet de... alors, c'est plus d'un point de vue graphique. Parce que si tu étais un lieu, si tu étais... c'est plus facile pour moi de me projeter. Parfois, je me dis, tiens, en fait, il ou elle aime bien... je sais pas, la lune, tac, je vais caler une lune. Alors, j'essaie de lui mettre un peu plus de sens, hein, quand même. Et donc, j'avais quand même cette base pour travailler. Et son tatouage n'est pas anodin, puisqu'il prend la totalité de l'intérieur de l'avant-bras. Donc, c'est pas ridicule. Ça veut dire que le type a des choses à dire, ou plutôt à se raconter. Il prend de la place pour le dire. C'est un endroit sur le corps qui est visible. Donc ça veut dire qu'il est OK pour l'annoncer au reste du monde. Et globalement, il est beaucoup question de montagne. C'est un type qui adore la montagne, entre autres choses. Et donc, le dessin est composé essentiellement... Alors, ça se passe à la montagne. Et le dessin, en fait, il est lui... Alors, c'est une fausse perspective. On imagine qu'on est dans le ciel et qu'on voit, dans un ciel étoilé avec beaucoup de planètes, dont la planète Uranus très présente,
un très beau ciel étoilé avec vraiment qui brille de mille feux. La Voie lactée, elle est intacte, très identifiable. On pourrait complètement compter chaque étoile, identifier chaque constellation. Et on le voit, lui, les bras en croix, sur des skis, en train de regarder le ciel. Et béat d'admiration et un sourire qui va d'une oreille à l'autre. Donc, jouissance totale pour lui, il est là où il doit être. Et il est en haut d'une montagne enneigée, et autour de lui, que des montagnes enneigées et un lac, et quelques arbres enneigés. Donc il est au ski, mais il n'y a aucune autre présence humaine que lui. Pas de traces de ski, pas de plot, pas de fanion, pas de téléphérique, rien. La nature, lui, la Voie lactée. Donc il arrive, très sympa, on sympathise, enfin on poursuit la sympathisation rapidement, et il me dit, le tatouage, ce qui est rare, je le veux dans le bon sens pour moi. Ça veut dire que pour les autres, il est dans l'autre sens. Alors, ok, je place le transfert et je commence à travailler sur son dessin. Ça veut dire que moi, je tatoue à l'envers. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, est-ce que tu connais un peu le tarot? Non, pas du tout. C'est marrant, ça me fait penser à la carte du pendu. Parce que pour ceux qui ne savent pas, alors c'est facile à comprendre, dans la carte du pendu du tarot de Marseille, le pendu, c'est un personnage qui est pendu par un pied et qui est donc la tête en bas. Et lui, il ne connaît pas du tout le tarot. Il se dit, ah, le pendu, qu'est-ce que c'est? Enfin, mauvais présage, tu vois. Alors, je lui explique avec mes mots, mais moi, je ne suis pas hyper fortiche pour expliquer le tarot et je ne le ferai pas là. Donc, je vous invite, si vous écoutez, à regarder. Mais de toute façon, aucune carte du tarot n'annonce une mauvaise nouvelle. Et la carte du tarot, en gros, elle invite à regarder le monde à l'envers. En gros, c'est de la prise de recul pour mieux comprendre. Pour, là où on a l'impression d'être dans une impasse, se rendre compte qu'en fait, on n'est pas forcément dans une impasse et qu'on peut retourner le monde pour le voir différemment. Et en fait, on ne regarde plus le verre à moitié vide, mais on le voit à moitié plein. Mais je vous invite à regarder quand même la signification d'un vrai tarologue qui le dit beaucoup mieux que moi. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone et il demande à Google c'est quoi la signification de la carte de tarot. Le mec, les larmes aux yeux, me dit putain, mais... non, il dit pas putain, pardon. Il dit, oh, mais enfin, j'en suis là dans ma vie aujourd'hui, quoi. Je suis complètement là. L'histoire ne s'arrête pas là. Et je continue l'exécution de mon tatouage. Donc le bonhomme, la tête en bas, la Voie lactée. Donc je commence à nourrir de petits points de tailles différentes, noirs, le dessin par le bas. C'est-à-dire que lui, la Voie lactée est au niveau du poignet et le bas de la montagne, qui est blanche, est au niveau du pli du coude. Donc moi, je remonte progressivement mon dessin, je nourris. Donc le bas du dessin sur le poignet, c'est très noir, c'est rempli d'étoiles. Enfin, c'est très chargé et c'est plutôt noir. La montagne sur laquelle il est posé avec ses skis, elle fait un V, puisqu'il est au sommet, enfin, tel que moi je regarde, ça fait un V. C'est enneigé, donc c'est blanc. Enfin, c'est vide, enfin, c'est blanc. C'est sa peau, c'est vide. Lui, il est au sommet. Donc, en fait, il est au bout de l'entonnoir. De part et d'autre, j'ai plein d'autres montagnes et des sapins. Il y a de la roche, c'est enchaîné, il y a du feuillage. Il y a beaucoup... Alors, c'est moins dense que le ciel étoilé, mais il y a beaucoup c'est assez sombre. Je joue beaucoup, moi, dans mes dessins sur le contraste. Donc, j'ai joué sur des... Il y a des monts qui sont ombragés, donc noirs, gris. Il y en a qui sont blancs. Il y a beaucoup de contraste. Donc, ça veut dire que de part et d'autre du V, il y a de la matière. Et ça fait des petits V. Et il y en a qui sont noirs.
Et je lui dis, je te livre ce que je vois là, tu en feras l'interprétation que tu veux, et il ne faut surtout pas que tu le prennes mal. En fait, je te vois dans l'utérus de ta mère. Tu es en train de renaître. Il m'a dit, tu as complètement raison. Et en fait, après, il me dit, c'est génial, parce que, en fait, il n'y a que moi qui sais, enfin, et toi, et bien entendu, je ne vais pas me balader dans la rue, regardez, je suis dans la chatte à ma mère. Mais rien n'arrive par hasard. Et le fait qu'il l'ait voulu à l'envers, ce qui est quand même rarissime, ça arrive, mais c'est quand même très rare. Parce que souvent, ça fait un dessin à l'envers pour les autres. Ça veut dire que par rapport à ce qu'il est en train de traverser dans sa vie, il est en train de réécrire l'histoire et de renaître. On a parlé de reconversion professionnelle, enfin, il y a un petit peu tout qui est en chantier dans sa vie. Et il est complètement en train de l'assumer, puisqu'en fait, il revit. S'il est venu me voir pour un tatouage, c'est pas par hasard. Hein. Et il est en train concrètement de matérialiser le fait que j'allais dire, il part vers un nouveau départ. C'est mal dit, mais il chemine vers un nouveau départ. Voilà mon anecdote. Waouh, ça m'époustoufle. Merci beaucoup, Frédéric. Mais je t'en prie. À bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt. Vous venez d'écouter le 12e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Frédéric Agide et mes autres faiseurs de beau. C'est votre dose bimensuelle assurée d'histoire sensorielle. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.